Akio Yoko nous promettait une fin explosive pour Dragon Ball Daima et il nous a délivré une fin explosée. Salut les devins, c'est Saikyo. Bienvenue dans ma review de l'épisode 20 et dernier de la série Dragon Ball Daima. Début de review dans laquelle je tiens à signaler que nous sommes un an pile après la perte de son auteur Akira Toriyama, que mes pensées sont renouvelées envers sa famille et également envers son âme afin qu'elle puisse trouver le repos. Concernant l'épisode et cette review, elle va peut-être tourner plutôt au billet d'humeur, malgré tout mesurée, nuancée, réfléchie, qu'à la review absolument dans l'analyse comme à l'accoutumée, car il faut se le dire, ça fait bien mal au cou. Cet épisode numéro 20 de Dragon Ball Daima, c'est la montagne qui accouche d'une souris et le point culminant du défaut principal selon moi de la série, à savoir son rythme. Depuis les débuts, je m'en plains. Depuis les débuts, on me dit non, il faut regarder ailleurs, ça ne va pas. Ok, mais le défaut principal reste et est le rythme. On se reparlera de Daima prochainement, peut-être de toute la série, peut-être de certains aspects particuliers dont le rythme, au-delà même du manque de tension / de profondeur au niveau de l'histoire, c'est bien le séquençage à la fois des épisodes que de la série en elle-même qui fait défaut. À l'heure précise où je vous parle, ce sont plus de 4300 votants qui ont participé à mon sondage hebdomadaire. Je vous en proposerai un ultime, peut-être un peu plus nuancé au niveau des choix de réponse concernant la série en elle-même, au global, mais en tout cas pour le 20e épisode, 31% au mi-top, 27% moyen et 43% zéro. Je vous comprends extrêmement bien. De quoi d'ailleurs fermer le clapet à ceux qui prétendraient haut et fort que mes sondages n'atteindraient que ceux qui adorent ultimement Dragon Ball Daima. Non, il atteint des personnes qui réfléchissent par eux-mêmes et n'ont pas peur d'émettre leurs avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. En ce sens-là, oui, il y a une forte correspondance avec ma chaîne YouTube. Et pourtant, je me suis bien préservé jusqu'à cette vidéo d'émettre le moindre avis concernant cet épisode dernier de Daima que je n'ai pas apprécié du tout. Alors du tout, c'est un petit peu fort, car la première moitié de l'épisode, il n'y a pas grand chose à redire. Le combat Goku face à Goma fait extrêmement fort, délivre probablement l'un des plus beaux Kamehameha de tous les temps dans Dragon Ball. Mon préféré reste tout de même le Kamehameha téléportation, c'est l'occasion de me dire le vôtre en zone commentaire. Il y a vraiment du choix en la matière, le tout premier de Son Goku tout petit perd le Kamehameha x10 de Dragon Ball GT, peut-être celui sous forme de confetti de Gogeta dans DBGT également. Blague à part, il y en a d'ultimement marquant et celui-ci va s'instaurer parmi, déjà parce qu'il fait vibrer la touche nostalgique avec certains pans visuels, mais également parce qu'il est hautement iconisé. C'est un Kamehameha qui traverse son ennemi, mais surtout les mondes. Toutes les couches du Daimakai ont été perforées. Ça aurait été peut-être encore plus fort de le voir transpercer la coquille entre monde extérieur et Daimakai et se retrouver un petit peu perdu dans le multivers. Non, la première partie c'est extrêmement fort. Par contre, j'ai toujours cette même impression de voir une étude de marché sur pattes. Que cela soit le SSJ4 ou une autre, ça n'apporte pas grand chose. Du moment où elle est réussie visuellement, ça passe bien. Son adversaire ne la légitime à ce stade pas particulièrement. On n'a pas forcément joué sur le lore Saiyan, comme c'était le cas avec Baby le Tsufull. On n'a pas joué avec l'aspect Majin qui pourrait être contenu en Son Goku et le Ozaru. Rien n'est exploité. Ils ne sont pas obligés de le faire, on est d'accord. Ça n'a pas forcément été le cas non plus avec le SSJ3, bien que l'anime a essayé de reconnecter avec l'aspect Saiyan de Goku. Mais lorsqu'il convient de prendre appui sur le SSJ4 de DBGT, dont la série Daima s'inspire de l'esprit pour citer les mots de Akio Yoko, il devrait résulter d'en tirer des leçons sur la force et le retour aux sources que cette forme inspire. Alors sur l'aspect bestial, brutal, c'est réussi, mais sur l'aspect lore à minima, ça ne l'est pas. Et lorsque l'on parle de Dragon Ball GT, de s'inspirer de son esprit, il y a évidemment l'aventure, l'exploration, mais aussi une fin légendaire. Et je ne sais pas s'ils ont eu la folle idée de nous proposer l'antithèse totale de ce qu'était la fin originelle de Dragon Ball GT, mais c'est réussi. À la limite, bien que c'est foiré dans Daima, ça s'apparente un petit peu plus à la fin de Dragon Ball Z pour parler animé. Je l'ai revu il y a pas longtemps, vous savez que je suis en plein rewatch et il est terminé, là je suis en train de me faire les films, ce genre de choses. La fin originelle de DB, notamment DBZ, parce que celle de DB, on a eu un petit rework, on a eu Goku sur le nuage magique, etc. Il y a de quoi tirer sur l'émotion. Mais dans la fin de l'animé DBZ, on ressent quelque chose. J'ai toujours trouvé la fin excellente, contrairement à de nombreuses personnes rencontrées durant mon parcours qui l'a trouvée mauvaise. J'ai toujours été avec la fin de DBZ, mais force est de constater qu'elle est loin d'être aussi forte que celle de DBGT. Si le terme de fin devait trouver son incarnation, c'est littéralement la fin de DBGT. Alors je trouve
que cette fin de Daima ressemble à celle de Z, sauf qu'elle est ratée. Elle lui ressemble parce que quand tu finis Z, et c'est mon cas, je viens de le terminer, 291e épisode, t'as l'impression qu'il y a un 292e qui t'attend. Pour vous dire même, j'avais revu DBGT juste avant que Daima ne démarre, donc je n'allais pas le revoir après avoir fini DBZ. Mais j'ai quand même réenquillé le premier épisode de DBGT pour avoir ce semblant de connexion avec la fin de Z. Les deux s'emboîtent vraiment très bien. Le genre de fin ouverte, mais qui pour DBZ à l'époque apportait son lot de conclusions, il y avait quelque chose qui faisait travailler l'esprit, on pouvait vraiment avoir un 292e, mais aussi s'en arrêter là. Preuve en est, ça l'a été pendant un très long moment. Et lorsque Dragon Ball est revenu avec Son Goku et ses amis sont de retour, c'était beaucoup plus commémoratif que pour apporter une forme réelle de tension, bien que le lore autour du frère de Vegeta et tout ça était développé. Abocado étant destiné à finir en guacamole dès le départ. Avec Daima, c'est un petit peu ça qui est refait, sauf que là, il y a tellement de choses qui ne sont pas conclues, tellement de choses qui ne sont pas bouclées, tellement de choses qui ne sont pas terminées. Cette première partie d'épisode, avec le combat, elle est bien belle. Outre le fait qu'elle a des relents d'études de marché et puis rien d'autre, elle n'avait pas lieu d'être ici. Le combat aurait dû véritablement se terminer au 18 ou au pire au 19e épisode. La fin de Daima aurait dû se concentrer, pas forcément à répondre à tout, mais à répondre au plus important. On est habitué à ce que Dragon Ball réponde à quelque chose et laisse encore plus de questions derrière lui. Mais à ce stade-là, ça relève de la flemmardise. Ça pourrait représenter Toriyama, me direz-vous, ou de l'amateurisme, chose qu'il ne pratiquait pas. Ce dernier épisode de Daima est aussi utile qu'un pansement sur une jambe de bois. Le contenu digne d'une fin aussi bien sur le plan émotionnel qu'explicatif brille surtout par son absence, donnant l'impression véritable d'avoir un dernier épisode aussi creux qu'un tambour. Et lorsque je m'en vais consulter, observer les réceptions parmi vous, vos commentaires, les posts sur différents réseaux, sur différentes plateformes indépendantes de YouTube, etc., je vois que pour une fois il y a à peu près consensus, vu que pas grand monde a aimé. J'en ai vu qui ont apprécié, mais pas des masses. Donc pour une fois, on peut arriver à distinguer un camp de ce côté-là, mais par contre, personne n'a compris la même chose. Personne n'a compris si, désormais, il y a plusieurs continuités, s'il y a plusieurs suites ou entre-deux à Dragon Ball, avec Super, Daima, GT, etc. Personne n'est d'accord sur ce qui ferait partie de la chronologie de Dragon Ball désormais. Pour certains, c'est Daima, pour certains, c'est Super, donc l'un annulerait l'autre, mais personne n'est d'accord sur lequel. D'autres pensent que c'est toujours le même cas de figure, DBGT est à part, mais Daima et Super cohabitent, et d'ailleurs, Goku se rappellerait un petit peu par magie dans Dragon Ball Super si Toyotaru venait à le poursuivre du SSJ4. Je vous prépare un petit sujet vidéo intéressant par rapport à ça, qui pourrait rendre le tout très sérieux, très intéressant. Tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que l'espoir est très mince, enseveli par une couche de poussière et moisissure, comme sur la machine à voyager le temps de Trunks volée par Cell. Je parle de Toyotaru, mais vous vous rappelez à quel point il en a pris plein la gueule pour ce qu'il a fait sur Dragon Ball Super, que je trouve pas si mal que ça, franchement. J'ai jamais trouvé le manga Dragon Ball Super extraordinaire. C'est bien loin des écritures originelles de Dragon Ball, mais je trouvais que pour un type qui doit reprendre le flambeau, entre gros guillemets à la sauvette, ayant quitté son statut de fan artiste qui mimique Akira Toriyama, c'était pas mal du tout et le mec avait de grosses connaissances Dragon Ballesques. Il est réellement un expert de Dragon Ball, pas forcément son meilleur créateur, mais il a un niveau de connaissance incroyable. Toyotaru a aussi ses failles, a aussi ses bourdes sur le plan technique avec le découpage. Chacun aura donc son avis sur son scénario, mais jamais il ne s'est permis de faire quelque chose de la sorte. Je trouve que la fin la plus faible qu'il nous ait accordée, c'était chapitre 103, justement. Avec la foire d'empoigne entre Saiyan et tout ça, ça ne rimait à pas grand chose. Mais on voit à quel point le mec y met du cœur, même sur un one-shot spécial comme le chapitre 104 qui a l'air d'être là pour faire bouche-trou de tome 23. Et on peut reprendre chaque fin d'arc, même s'il y en a que je n'ai pas trop aimé, ça va quoi. Le mec a au moins géré le minimum syndical. Pour lui rendre justice à ce bon vieux Toyotaru, combien de personnes ont dit que ce qu'il faisait, l'Ultra Ego, machin, Moro, tout ça, c'était pour vendre des figurines? À ce jour, 1er mars 2025, Toyotaru, ou du moins son manga Dragon Ball Super, n'a toujours aucun produit dérivé. Tous les produits dérivés sont affiliés à l'anime et au film. Avant Daima, je disais rien, mais je savais déjà ce qu'il y avait dans Daima, mais je ne livrais pas le cœur de mon raisonnement. On me disait, oui, mais il va venir Moro en animé, Granola en animé, ça va arriver, ça va arriver. Ce n'est pas arrivé et on nous a délivré un animé qui n'a rien à voir. À la limite, entre guillemets, même s'il n'est probablement pas à plaindre, le grand perdant de l'affaire, c'est Toyotaru, car il touche rien, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de cartes, il n'y a rien du tout. Il y a 3 goodies qui se courent après, qui ont été distribués en quantité
quantité limitée durant certaines conventions japonaises, rien de plus. Toute l'industrie du jeu, des cartes, des t-shirts, de tout ce à quoi on peut penser, s'articule autour des animés et des films. En tout cas pour le moment. Et ce moment a duré depuis suffisamment longtemps pour que l'on puisse arrêter de présumer que Toyotarou serait malveillant et ne penserait qu'à l'argent. Il ne fait que vendre son maigrelet manga. Sincèrement, avec un minimum de recul et de mesure, on peut pas dire qu'il ait déjà rendu un véritable torchon ou un travail de cochon, quoi. Alors que là, au niveau de ce qui est fourni dans le dernier épisode de Daima, ça vient décrédibiliser tout ce qui a été proposé auparavant, ça acte et entérine son problème de rythme, ça pose en l'état, et on peut juger sur pièce, vu que pour le moment, à date du 1er mars 2025, c'est annoncé comme la fin pure et dure de Daima, des incohérences, en tout cas si l'on ne distingue pas deux lignes chronologiques, une allant vers Super, une vers Daima. Je dis bien à date, car faut quand même avoir l'intelligence de voir ce qu'il se produira par la suite. Film, manga, pourquoi pas un autre animé, vont-ils tenter d'apporter le ciment entre les diverses itérations de Dragon Ball? L'espoir est mince, tel que je l'ai dit, mais ce n'est pas encore 100% foutu. Je ne blâmerai pas ceux qui penseront que ça l'est, mais en toute sincérité, je tiens à rappeler ce fait d'importance. Certains y voient donc une saison 2, certains voient un film, certains voient la suite en manga, certains voient plus de développement en jeu vidéo, c'est pour dire, via le DLC de Dragon Ball Z Kakarot, première partie cet été 2025, seconde partie début 2026. On ne sait pas pourquoi ça prend autant de temps, mais bon. Et c'est vrai que Kakarot aurait matière à sa sauce à lui à développer plus Daima que Daima ne l'a fait lui-même. Je suis d'ailleurs curieux de voir s'ils adapteront les éléments de lore, style le Super Majin Rimus et tout ça. Éléments de lore comme le Super Majin Rimus, qui dans le récit sont totalement passés à travers les gouttes. On n'en a plus jamais entendu parler, on a de beaux éléments de lore posés sur la table, avec une utilité aujourd'hui réduite à néant. Encore une fois aujourd'hui, à voir dans le futur. Mais au-delà de ça, à titre personnel et peut-être pour vous également, ce qui me dérange le plus avec cette fin, c'est qu'elle n'assume rien. Et c'est pour ça que chacun a sa version, chacun a son interprétation, chacun a sa compréhension de ce qu'il s'est produit ou non. Parce que l'épisode n'assume rien. Il n'endosse rien du tout. Au-delà de manquer d'explication, il n'assume pas son détachement ou rattachement au reste. J'aurais pu composer avec le fait, il y avait d'ailleurs la fameuse théorie comme quoi il passe par le poisson WAP à la fin de Daima, et il leur propose deux versions alternatives de leur univers pour nous faire comprendre qu'il y aurait une nouvelle temporalité, celle à Super et celle à Daima. Ça aurait fait grincer des dents, mais peut-être pas moi en tout cas. Ce que j'aurais salué, c'est le choix. Aucun choix n'est fait ici. Aucune décision ne semble avoir été prise. C'est d'ailleurs bizarre. Parce que d'habitude, Toriyama, ce qu'il peut faire peut plaire ou déplaire. Toyotarou de même d'ailleurs, il y a toujours une direction. Là, il n'y en a pas. Alors ça me rappelle le fait que Daima à l'origine, le projet était hors chronologie de Dragon Ball, un peu comme DBGT quoi, c'était un projet à part, mais Toriyama s'est greffé dessus et a tout repris de zéro et a tout réécrit, ce qui en soi devait l'insérer dans la chronologie. Je rappelle que le seul projet que Akira Toriyama a écrit de sa plume et qui n'était véritablement pas canon, c'était une parodie de Dragon Ball, à savoir Neko Majin. Là se pose la question de savoir s'il y a eu d'autres projets de la sorte qui sortent de ce giron. Quid de Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Super Héros. J'aime pas trop ce film, mais il faut dire qu'il avait tout pour s'inscrire dans la chronologie. Dragon Ball Daima désormais. Et on dirait que quelque chose a fait qu'il n'y avait pas la force pour dire ça, c'est dans la chronologie ou non. Daima et Super en font tous les deux partie. Voici pourquoi et comment. Uniquement Super en fait partie et on le justifie ainsi. Ou uniquement Daima, et il y a eu un écrasement de Super par ce dernier. Un choix très risqué, mais au moins il aurait eu de la force d'appui. C'est vraiment ce que je regrette, au-delà du rythme et tout ça, à l'issue de cet épisode 20. Il n'y a aucun courage dans ce qui a été fait ici. C'est une contre-proposition, pour une série d'ailleurs qui commençait à connecter avec Dragon Ball Super. Les Namek, en provenance d'un autre royaume, c'est l'arc Granola de DBS qui l'a implémenté. Les Kaioshin, des autres univers, on les a vus dans DBS. Bardock, du film Broly, on l'a vu dans ce film Dragon Ball Super et dans le manga à l'issue de Jaco le Patrouilleur par Toriyama. Le multivers a été instauré par Dragon Ball Z Battle of Gods et repris par Dragon Ball Super. Des éléments comme ça, des ponts de connexion entre les deux, il y en a à l'appel. Alors pourquoi prendre la décision de tout foirer au profit d'un combat qui, je trouve, s'est un peu éternisé face à Goma? Il a eu je sais pas combien de reboosts par le troisième œil, il n'y a pas forcément eu d'évolution, il y a
pas d'éléments de lore croustillants supplémentaires par rapport à cet œil-là. Il a été en plus démystifié et un peu tourné en ridicule à la fin, on va s'en parler après. Cet épisode ne propose rien, voire contre-propose, n'apporte aucune direction claire et en comparaison de la fin de DBZ, n'a aucunement récupéré son savoir-faire. La fin de DBZ, ok, elle est ouverte parce qu'elle peut potentiellement mener à de nouvelles histoires. C'est un petit peu ce qui se produit en toute fin post-crédit de Daima. Mais du reste, tout était bouclé du côté de Dragon Ball. On sait où en sont les personnages, on sait les directions qu'ils ont pris, la menace est d'ailleurs évincée, on connaît à peu près tout d'elle, si ce n'est quand même l'origine de Boo qui était quand même un peu obscure, jusqu'à voir Toriyama plus tard qui nous dit qu'il s'est créé tout seul par l'agglomération du mal. Dans Daima, ça paraît être Marba, qui avait vraiment une zone d'ombre à l'issue du DBZ originel, c'était plutôt les origines de Boo. En soi, ça va, on pouvait survivre à ça. Mais la vérité avec le 20e épisode de Daima, ce n'est pas que c'est incohérent, cohérent ou je sais pas quoi, c'est qu'on ne comprend rien. Et je pense que le fait que personne ne comprenne la même chose est symptomatique du fait que l'on ne peut rien comprendre véritablement et qu'il va y avoir autant de fins à Daima qu'il y a eu de spectateurs. Chacun va comprendre ce qu'il a bien voulu comprendre ou ce qu'il a bien compris. Il n'y a pas d'élément de référentiel sur lequel s'appuyer pour véritablement expliquer à ce stade la fin de Daima. Ça va être encore plus compliqué avec l'auteur qui n'est plus de ce monde. J'espère que certains travaux de sa part pourront ressurgir, nous être présentés sur le plan visuel ainsi qu'explicatif. En parlant d'explication, je pense que Iyoku nous en doit, même si j'ai pas une confiance très élevée en ce type-là. Et s'il a des projets sur 10, 50 ans comme il le dit à chaque fois, il serait grand temps qu'il sache s'entourer de fans mais aussi d'experts, que cela soit en Dragon Ball, mais aussi en construction et complétion d'un scénario. Sans ça, le type va réitérer des coups marketing et rien d'autre. Et je ne pense pas que le public puisse être dupe si longtemps que ça. Ok, on consomme du Gohan Beast, ok, on va consommer le Goku SJ4 dans les jeux. Est-ce que ça va suffire pour être porteur sur à minima 10 ans? Personnellement, je n'y crois pas. Ou alors, on serait bien bête. Petite parenthèse, vous avez bien vu la légitimité de mon short sur l'arc Moro. Évidemment, le post du site officiel de Dragon Ball n'avait aucunement de lien avec Moro pour le moment. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'annonce prochainement, mais bon, en l'état, il n'y avait pas d'after credit ou je sais pas quoi lié à Moro. C'est une occasion ratée par Daima, pas forcément de nous teaser le retour de l'animé DBS avec Moro, mais pourquoi pas de nous montrer sa race. On aurait pu, au détour de l'un des mondes, voir des books qui lui ressemblent. Ça aurait été même assez drôle de voir l'un de ces derniers poster une sorte de lettre interdimensionnelle là qui transite du Daimakai vers le monde extérieur, comme un enfant ou une femme ou je ne sais quoi, pour Moro car il est emprisonné, une petite lettre pour le prisonnier quoi. Ça aurait pu être l'occasion de reboucler avec ça. Ça n'aurait rien ouvert, mais on aurait compris une forme de filiation. Gros sujet évidemment, le Super Saiyan 4. Alors au-delà de l'aspect visuel extrêmement réussi, une iconisation, heureusement qu'il y a ça qui fonctionne beaucoup, se pose beaucoup de questions quant à ce dernier. Alors évidemment ça renvoie à tous les liens avec la chronologie, continuité, quelle forme de rattachement ou de détachement peut-il y avoir. Je pense que j'y attribuerai peut-être un stream et aussi surtout une vidéo, mais du coup on nous explique dans l'épisode, et attention parce que toutes les traductions ne se valent pas, y compris du côté de l'officiel, il y en a qui sont bancales, on nous explique que conformément à l'épisode 18, ce pouvoir a été réveillé en Son Goku. Il s'est entraîné pour l'obtenir suite au combat face à Majin Buu, il pensait l'avoir en lui des sortes de bribes mais n'était pas sûr de pouvoir l'activer, ce qui m'a immédiatement fait penser à la tentative de power-up ou d'agglomération d'énergie de Son Goku SJ3 face au petit Buu, Majin Buu pur, dans le combat final, ce qui fut un échec. Il y a toujours eu débat à cette période-là, est-ce que Goku essayait de surpasser le SJ3 ou de l'améliorer? Avant, je vous aurais dit qu'il essayait de passer au 4, tandis qu'avec du recul, et pas que d'aujourd'hui, de quelque temps déjà, je pense que Goku essayait surtout de surbooster son SJ3, sauf qu'avec son enveloppe corporelle mortelle, il n'a pas pu, et puis l'épuisement du combat actuel. En tout cas, je trouve que la démarche tend un petit peu vers ça. Il avait compris que le SJ3 n'était pas suffisant face à Majin Buu pur, notamment de par ses capacités de régénération qui faussent totalement la donne, alors que Goku, lui, c'est totalement l'opposé. En plus de ne pas se régénérer, il perdait une endurance folle. La solution se trouvait sûrement via une forme supérieure, le Super Saiyan 4 étant dans cette forme de continuité. Ça nous donne d'ailleurs un potentiel indicateur de puissance pour niveler un petit peu où est-ce que Majin Buu pouvait se situer. En tout cas pour la version Majin Buu pure, on peut lire entre les lignes que Goku adulte SJ4 l'aurait laminé, alors à voir où se situe Goku SJ4 de Daima par rapport à ses formes dans Dragon Ball Super, par rapport au God,
au Blue, à l'Ultra Instinct. En tout cas, ça tend à nous indiquer qu'à un moment ou un autre, Goma a eu le niveau de Majin Buu pur et l'a probablement dépassé à l'aide des boosts successifs accordés par le troisième œil. Et franchement, je les ai pas encore comptés, peut-être que je m'amuserai à le faire, ça m'étonnerait pas que ça se compte en dizaines de fois. Cette explication de Son Goku peut paraître bancale, mais à vrai dire, c'est pas la pire, hein. Au niveau des apparitions de Super Saiyan 4, on n'a pas trop d'exemples pour comparer, mais Dragon Ball GT est là. Dans Dragon Ball GT, on a Kibito Shin, le vieux Kaioshin, et Sugoro, le lémurien de l'espace, qui utilise une pince pour tirer la queue de Son Goku. Ça va être à l'origine, entre guillemets, de son Super Saiyan 4. Donc bon, c'est pas ouf. Dans Dragon Ball GT, vu que l'on a que ça comme référentiel, Vegeta l'obtient avec Bulma et sa machine à ondes. C'est pas ouf du tout non plus. Pour Gogeta, c'est facile vu que les deux sont déjà en SSJ4. C'est à la limite le plus logique des trois, vu qu'il en est le fruit. Du côté de Goku dans Dragon Ball Daima, il n'y a pas d'artifice en mode tiré sur la queue ou en mode machine avec les ondes. Non, c'est l'entraînement à la dure, à l'ancienne, notamment après le trauma qu'a pu être Majin Buu. En soi, c'est bien plus honorable. On comprend également que lorsque Goku était petit, c'est Neba qui est venu réveiller ce pouvoir. La question se posant désormais, ce pouvoir était-il endormi car Goku ne l'avait pas développé, il sentait qu'il avait ce potentiel-là latent, mais n'y avait pas encore accédé et Neba a vraiment déverrouillé cela, ou bien Goku l'a-t-il atteint entre-temps adulte, ça m'étonnerait un petit peu, mais on sait jamais, mais sous forme d'enfant, cela était devenu impossible, d'où le réveil de cette forme à l'état d'enfant par Neba, et donc le power-up accordé par Neba serait encore plus faible que ce que l'on croit. Et cette thèse, bien qu'elle ne me plaît pas, expliquerait pourquoi c'est si facile pour Son Goku de retaper dedans une fois adulte. Il y a quand même un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est que lorsque Goku se transforme ainsi petit, il a l'air étonné de voir la queue derrière lui. Enfin, pas étonné, mais il a l'air en tout cas très observateur vis-à-vis de cette dernière. Alors encore une fois, on va se diviser en deux écuries. Ceux qui trouvent que Goku est dans l'analyse et comprend qu'il a pu atteindre cette forme-là enfant, ou bien ceux qui vont se dire Goku découvre le fait que la queue repousse et va se dire tiens, c'est ce pouvoir-là que je ressentais en moi, je viens de l'atteindre grâce à ce réveil formulé par Neba. Et si je rassemble toutes les pièces à ce puzzle, mais c'est que ma compréhension et la vôtre diffèrent peut-être de celle-ci, probablement même, c'est de me dire alors que ce qu'a fait Neba, ce réveil est en lien évidemment avec l'Ozaru et donc avec la queue, d'où le fait que Goku petit s'étonne de la voir, et d'où le fait qu'il arrive à la réactiver lorsqu'il est adulte. Ce qui voudrait dire qu'au préalable, avant l'action de Neba, il ne pouvait pas. Pourquoi Neba dans ce cas précis? Car celui qui a ôté la queue de Son Goku est un Namek. C'était Kami. Il l'avait oblitéré littéralement à la racine. Le seul a priori en mesure de la fournir à nouveau à Son Goku, de manière plus logique que des BGT, c'est Neba, un autre Namek, bien plus puissant que Kami. Ce que la magie de Kami a permis de défaire, celle de Neba peut le refaire. Point de flou au cœur de cette thèse, pourquoi la queue de Goku n'est pas là de manière omniprésente si il a annulé ce qu'a fait Kami. Là encore une fois, je suis dans un tas de lacets, j'essaye de démêler le tout, mais il y en a tellement que ça a l'air peine perdue. Une fois de plus, l'épisode n'assume rien, donc on ne va pas pouvoir prétendre grand chose aujourd'hui. Donc on va en repartir une main devant, une main derrière. D'ailleurs avec des grosses paluches à la Super Saiyan 4. Il est nommé ainsi dans l'épisode, donc il n'y a plus de doute sur la dénomination. Ça, ils n'ont pas eu peur de le faire, évidemment, ça permet d'estampiller quelques figurines à son effigie plus facilement. Tout comme en épisode 19 la semaine dernière, Vegeta SSJ3 a été nommé ainsi par Kaioshin. Mais bon, dans l'épisode 20, on a Vegeta qui nous dit sous le ton de l'humour, de la jalousie ou autre, vu qu'il a toujours un train de retard, qu'il n'était pas en Super Saiyan 3, mais qu'il était sous la forme Ultra Vegeta numéro 1. Alors, est-ce que c'est un écho, une manière de taquiner l'Ultra Ego du manga Toyotaru? Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait penser à Super Vegeta. On a vu à quel point le SSJ3 de Vegeta est référencé à sa forme Dai Nidanka et Super Vegeta face à Cell. Et au-delà de Super, il y a Ultra, ce qui avait d'ailleurs mené à une vidéo ou deux il y a bien longtemps sur ma chaîne, de pourquoi pas avoir la série Dragon Ball Ultra après Dragon Ball Super. À l'époque, je me demandais si les Japonais accepteraient cela. Je pense que oui, vu que ça marche pour une forme, ça devrait marcher pour le titre d'une série. L'Ultra est aussi très à la mode au-delà de l'Ultra Instinct via les Ultras dans Dragon Ball Legend si je ne m'abuse. Par contre, qu'adviendrait-il du dragon? Est-ce qu'il faudrait nous sortir un Ultra Shenron au-delà de Super Shenron? Bon, ça serait un petit peu trop. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir un dragon qui porte le titre peu ou prou de la série pour que la série fonctionne. On pourrait avoir une série Dragon Ball Ultra car on est dans l'ère Ultra. Ultra Instinct, Ultra Ego, Vegeta qui se trouve des Ultra Vegeta 1, est-ce qu'il peut y avoir Ultra
Ultra Vegeta 2 et 3. C'est vraiment à prendre sur le ton de l'humour, hein, cette phrase-là de Vegeta. Il était en SSJ 3 et c'est pour ça que je me suis permis de faire ce petit tweet humoristique mais aussi rattaché au réel, à savoir que l'on a sous nos yeux Vegeta 4, car on apprend qu'il est le 4e de sa lignée dans DBS Broly le film, sous sa forme qu'il appelle lui-même Ultra Vegeta 1. Très brièvement, j'ai remarqué ce plan dans l'épisode qui me rappelle beaucoup ce que l'on a eu en épisode 18 à l'éveil, au réveil du Super Saiyan 4. Ça y ressemble quasiment trait pour trait, sauf que là il est adulte, comme s'il y avait quelque chose de plus, de vachement bestial que Goku lui-même ne contrôle pas parfois et qu'il arrive à libérer. Ça se déclare en une fraction de seconde, mais ça apparaît, c'est la deuxième fois. On n'en sait pas plus sur le liseré blanc qui entourait Son Goku, on ne l'a même pas vu se détransformer, ça a été fait hors caméra entre guillemets. On a également le plan dantesque entre Piccolo et Goku, là il devait taper 3 fois dans la nuque. Piccolo il a fait des chorégraphies de zinzin alors qu'il avait juste à mettre 3 coups dans la nuque. Je sais pas pourquoi il a mis autant de temps à se déshabiller, je sais pas pourquoi est-ce qu'il en avait besoin. Bon, pour être un petit peu plus rapide, mais il fallait le faire auparavant. Et pourquoi est-ce qu'il a fait autant de gestes inutiles? Je pense que 3 coups à la chaîne bien rapides, c'était suffisant, non? Évidemment, il fallait qu'il foire pour laisser la place à une réussite du côté de Majin Buu. Alors j'ai eu un regain d'espoir et d'emballement car Harimitsu a voulu puiser dans son bouquin. Et ça aurait été cool qu'elle cherche un indice supplémentaire, ça aurait pu déverrouiller de nouveaux éléments, mais le livre en lui-même a permis de fracasser la nuque de Goma. Ça m'a rappelé les moments un petit peu débiles en mode Gotenks face à Super Buu, Gotenks à nouveau face à Cell Max qui lui pète son crâne. Celui qui me plaît le plus des trois évidemment c'est Super Buu parce que le reste, bon, le livre face à Goma ou Gotenks avec Cell Max, je trouve ça franchement rincé. Le fait qu'un personnage lambda comme Ku, comme Ibis, Loufoque et tout ressorte grandi, vainqueur ou autre me dérange absolument pas, hein. C'est très Toriyamaesque. Mais c'est vrai que face à une menace de ce niveau-là, Goku a dû sortir un Kamehameha qui transperce les mondes, ça ne suffit pas. Et t'as Majin Buu qui fait une singerie qui met 3 coups, beaucoup plus efficaces d'ailleurs que ceux de Piccolo, expert en arts martiaux et démons de par Piccolo Daimao. Alors quand même, le pire c'est que cette scène aurait facilement pu passer si Ku avait trouvé un élément dans le livre ou si le livre lui-même s'était activé d'une certaine magie et aurait limite dirigé les actions de Majin Buu, que l'intellect de Ku aurait fonctionné. Il y avait franchement moyen de préserver cette scène-là et de l'embellir. C'est alors que Goma reprend son rôle de clown total, il rétrécit, l'œil est sorti, il n'y a plus du tout de menace, la menace est totalement éradiquée. J'en ai pas parlé durant les 3 dernières reviews, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau des perspectives. Parfois on a l'impression que Goma est géantissime, parfois il a pas l'air si grand que ça, parfois l'œil a l'air géant et lorsque Glorieux a besoin de l'écraser, il a l'air tout petit. Et en plus la scène où l'œil est écrasé, il part en flatulence cosmique là, tu comprends que cet artefact au final c'est un petit peu du pipeau, même si les pouvoirs qu'il accorde sont colossaux. Il y a quelques éléments de cette fin que j'apprécie beaucoup, mais évidemment avec ce rythme totalement fracassé, ça ne marche pas tellement, parce que amener Harimitsu jusque là c'était faisable, mais pas comme ça. Tu ne peux pas renverser le personnage d'un coup en disant ah finalement ma soeur j'ai lu dans ton cœur, tu pourrais même devenir reine. Puis tout d'un coup il y a Neba qui te sort une règle comme si on était dans Pirates des Caraïbes avec le remplacement de capitaine. Bon ben c'est celui qui a tué le roi qui devient le roi. Un truc aussi à la Zaraki Kenpachi, sauf que là rien n'est appuyé au niveau du lore, ça sort du chapeau. Disons que j'aime beaucoup l'ambiance générale entre les personnages en cette fin, mais pour le reste il faudra vraiment repasser. Marba, cette vieille folle, elle débarque je sais même pas d'où, elle propose une jarre qui permet de faire un Mafuba qui a l'air d'être le Mafuba originel. Encore une fois il y avait moyen d'expliquer un truc, on voit Dende réagir, mais pourquoi pas Piccolo avec Kami? Piccolo, en plus d'avoir oublié le Namek, aurait oublié le Mafuba et le contre Mafuba qu'il a fait lui-même. Dragon Ball Daima apparaît à l'aune de ce 20e épisode comme un diamant que l'on n'a pas daigné tailler, parce qu'il serait vraiment difficile de dire que Daima manquait de potentiel. Mais cet épisode 20 n'a ni queue ni tête. On va se retrouver avec Goma et Degesu qui ressort comme ça, qui vont être enfermés ensemble. On ne sent aucune empathie, aucune émotion. Ça reste quand même des frères et sœurs hein, entre Harimitsu, Nahari et Degesu. Son cas n'est pas traité. À quoi est-ce qu'il a servi Degesu pour le moment? À rien. Alors ils ne sont pas morts, ils ne sont pas scellés éternellement, mais pour 99 années. Petite blague vis-à-vis de ça. D'ailleurs, au vu de leur longévité, j'aurais préféré que ça soit 999 années. C'était déjà pas beaucoup par rapport à leur temps de vie, mais 99, ça me paraît être presque rien. Ça marche pour les enfants et pour les êtres humains comme nous qui vont écouter la série, mais au cœur du récit, ça marche pas tellement. Pansy, elle est enfant, elle a 82 ans. En plus, ils vont aller en prison, ils vont avoir de quoi faire des tiramisu au Kinder Bueno, ils vont avoir PES sur la Play 2 et tout. Donc on ressent pas forcément l'aspect correction de quelque chose de très mauvais. J'aurais aimé connaître les impacts
l'impact du Kamehameha de Goku, car il y a l'eau du deuxième monde qui est en train de se déverser dans le troisième. Ça aurait pu avoir des impacts positifs, comme rafraîchir le troisième, mais aussi rendre aride le deuxième. On a juste appris qu'au niveau du troisième, du coup le gaz pouvait partir et du coup l'atmosphère était beaucoup plus vivable, on peut s'envoler et tout ça. Il n'y a plus forcément besoin de vaisseau pour faire ce que l'on a envie. On n'apprend rien sur les interactions avec le monde extérieur, c'est pour dire Goku et ses amis, à la fin de Daima, sont toujours dans le grand royaume des démons. Ils n'en sont pas sortis. Même dans les scènes post-crédit, vous remarquerez que l'on voit divers personnages et leurs évolutions, alors pas Gohan. Là aussi, encore aucun courage de la part de l'épisode, on ne voit même pas ce qu'il est advenu de Gohan. C'était le moment de mettre un visuel en mode blague, de lui en train d'étudier qui ne se serait même pas rendu compte qu'il avait changé de taille, tellement il avait l'esprit focus là-dedans. Ça aurait été super léger, mais c'était fonctionnel. Mais ce qu'on remarque aussi là-dedans, c'est que on ne voit que des personnages comme Kame Sennin, Chichi et tout, sans aucun membre de la Z-Team qui se trouve dans le Daimakai. D'où le fait que certains pensent à un film, à une série, à une suite. Ça me paraît mal barré, mais on sait jamais. Et le fait de les laisser dans le Daimakai, ça laisse planer encore plus de questionnements. Par exemple, la fusion Kibito-Shin. Qui est capable de me dire ce que Kibito et Shin feront à la sortie de ce monde-là vis-à-vis de leur état de fusion? Va-t-on rester dans la séparation vis-à-vis de ce qu'a produit Dragon Ball Super? Normalement, ils sont censés défusionner plus tard, ou vont-ils refusionner pour une raison quelconque? Vu qu'ils sont encore dans le Daimakai, on reste pragmatique, on dit qu'ils ne défusionnent pas parce que c'est le dernier élément qu'ils nous laissent. On va pas inventer une réalité, mais en même temps, on ne sait pas ce qui se passe en dehors, et ça aussi c'est factuel. On a des petites perches tendues avec Goku qui leur dit si ça dégénère encore, on vous appellera. Goku qui dit oui bien sûr. Mais bon, ça peut être des engagements à la va-vite. Quand j'ai terminé la fac, il y a un mec qui m'a dit on se voit la semaine prochaine pour se faire un restaurant et je l'ai plus revu depuis 15 ans. Donc bon, voilà, ça peut être des paroles en l'air, vous voyez ce que je veux dire? Petit propos intéressant, allez, s'il y a un truc à sauver dans l'épisode, la discussion extrêmement courte d'Ende, Neba, Piccolo. Visuellement, c'était assez fort, bien que sobre. Et le fait que Neba va se retrouver encore seul, il y a quand même un relent mélancolique à cela. Piccolo et Dende ont des choses à faire dans le monde extérieur, évidemment. Et la promesse de Dende envers Neba de s'il croise des Namek un petit peu solo, itinérants, etc., de les diriger vers ce monde-là. Donc, contrairement à ce qu'on lit partout sur Internet, ça n'engage pas la nouvelle planète Namek. Ils vivent en communauté là-bas et ne bougeront pas. Par contre, ça peut engager des personnages comme Monaito. Bon, pour le moment, il est toujours en train de tâter ses deux Dragon Ball sur la planète céréale. Mais bon, si un jour du lien était fait entre les deux, ça pourrait être une belle destination de retraite. À voir ce que pourraient faire deux vieux Namek comme ça ensemble, pas grand chose, mais ils pourraient se tenir compagnie à minima. Surtout que bon, au-delà de dans quelle chronologie on se trouve ou non, si lien il y a, Granola n'est pas loin de Clamsey, aux alentours de super-héros et tout ça. Ce qui fait de Monaito un personnage vraiment solitaire, qui gagnerait beaucoup, tout comme Neba, à se rencontrer l'un et l'autre. C'est une belle piste, en tout cas pour Dende, ce serait intéressant. J'ai bien aimé la nomination des ministres, bon, ça m'a un petit peu trop rappelé notre politique française et la légèreté avec laquelle ils peuvent être nommés, mais au cœur d'une œuvre de fiction avec de la légèreté, ça passe. Les scènes pendant le crédit, plutôt cool, manque Gohan, manque de voir les personnages en dehors du Daimakai, mais en tout cas celle sur le Tamagami, sur le Kraken, apparemment il a toujours de l'eau. Les Tamagami même, oserais-je dire, la ministre de Goma qui est employée à autre chose, Kame Sennin qui redevient adulte, Majin Buu, Mister Satan, Yamcha, C18, Maron, Krillin, tout ça. Franchement ça c'est cool, hein, c'est du bonbon, du bonus. On a Chichi qui avait même mis un espèce de tabouret pour pouvoir faire la vaisselle. Mister Popo, adulte sans son turban, idem pour Kibito. Goten et Trunks sur une sorte d'overboard. L'overboard de Goten qui rappelle forcément l'opening en termes de customisation sur la voiture de Gohan et Videl. Ce truc avec des flammes bleues et rouges, là, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est un pur clin d'œil. On revoit l'artefact dans lequel sont scellés Goma et Degesu. Il y a quand même un cadenas qui a été mis par-dessus, avec une sorte d'écriture démoniaque. À l'intérieur se trouve une sorte de phare dans une zone qui ressemble beaucoup à celle de Neba, le deuxième monde, l'origine des Namek, sauf que là, c'est de nuit. Et il n'y a que ce lieu-là qui semble errer au-dessus d'eau infinie. Et à l'intérieur de ce phare, on trouve Goma et Degesu dans l'ennui total et qui tentent de le tuer à l'aide de quelques jeux vidéo. Les crédits sont passés et nous voici avec une scène des plus intrigantes, déjà de par son animation. Il y a une sensation de fluidité colossale, on a l'impression de lui avoir accordé énormément de détails, notamment après la petite coupure écran noir. Arrivé à la boutique démoniaque, ça prend une toute autre envolée visuelle. Pour des scènes qui sont vachement posées, ça a nourri quelques théories sur internet. Certaines personnes disent non, c'est trop beau, c'est un extrait qui est pris d'un film que l'on va nous révéler prochainement. Alors en parlant de film, je vous conseillerais de ne pas trop vous en faire. Tout comme pour le Kamoro, Granola et tout ça, vaut mieux rester détaché, se dire qu'on va vivre une nouvelle période sans trop de Dragon Ball à l'horizon, bien que Iyoku ait de quoi dans sa besace pour annoncer.
Mais bon, est-ce qu'il va flopper comme en 2022 ou pas? C'est de son ressort. On voit la vendeuse lire une dépêche de presse affirmant le fait que Ku est devenu le nouveau roi du grand royaume des démons et la bande de Goku débarque. Elle est immédiatement reconnue par la vendeuse comme les petits rejetons qui étaient venus chez elle. Elle est prête à leur accorder tout ce qu'ils veulent, y compris de grosses réductions. Les mouvements sont d'une fluidité sans précédent alors qu'il ne semble pas se passer grand chose et on va remuer le couteau dans la plaie par rapport à l'agricoptère. Tout le monde voyait une fusion arriver. J'avais tenté tant que faire se peut d'alerter sur le fait de ne pas s'attendre à quelque chose pour la simple et bonne raison que la fusion, c'était dans mes papiers comme Gohan. Je n'en avais pas entendu parler. S'il y avait eu Gogeta ou Végétaux, j'en aurais clairement entendu parler. Je l'aurais peut-être même vu. S'il y avait eu Gohan en action, j'en aurais clairement entendu parler. Ou peut-être même vu. Ça n'a pas été le cas. Et je comprends désormais pourquoi. Alors ils vont ressasser cette chose d'agricoptère. On va également avoir Bulma qui va foncer vers le tonneau entier de Medicoptère au global. Elle est intéressée par ceux qui peuvent rajeunir la peau de 10 ans, mais elle va tout emporter avec elle. Alors que Goku, lui, sous un coup d'intelligence, s'est dit on est en rade de Senzu dans le monde extérieur, je vais récupérer leurs petits artefacts parce que c'est vachement intéressant et c'est fonctionnel. Le temps que Karine et Yajirobe fassent quelque chose pour faire pousser parce que la production est mauvaise. C'est super bien pensé de sa part et du coup il se retrouve dans ce shop là. J'ai rigolé quand j'ai vu ce mème là chez les Espagnols, comme si la vendeuse avait absolument tous les artefacts cosmiques et suprêmes de tous les lores qu'elle peut te vendre pour 2-3 pesos. Elle paraît d'ailleurs comme extrêmement vieille parce qu'elle a vendu un troisième œil il y a de cela très longtemps, donc c'est probablement celui que Goma avait sur le front depuis le départ et c'est probablement celui que plusieurs rois ont eu sur leur front aussi, donc d'où elle sort cette vendeuse là, c'est quand même bizarre. Si les chronologies sont connectées, où sont passés ces agricoptères lorsqu'il y avait d'autres batailles plus tard et qu'il n'y avait pas de Senzu? Ça aussi, c'est intéressant de se poser comme question. En tout cas, on se rend compte toujours avec une animation extrêmement fluide sur Bulma, sur Pansy, sur Goku ou autre, qu'il y a deux autres troisième œil comme ça, dans un bocal poussiéreux. Ça veut dire que cette vendeuse avait littéralement de quoi sauver son monde, ne l'a pas utilisé, ne l'a pas proposé à qui de droit, que Goma pensait avoir une sorte d'artefact à peu près unique et surpuissant, mais il y en a d'autres. Enfin, ils proviennent d'où ces trucs-là? C'est quoi qui en est à l'origine? Qui les a créés? Qui ou quoi en tout cas les a créés? Est-ce que c'est des yeux que l'on récupère sur le corps de roi du Daimakai défunt? Bon, et se pose la question alors, est-ce que c'est une fin ouverte? Lorsque Goku et ses alliés sont étonnés, sont choqués par cet œil qui va bouger vers d'autres intrigues qui vont démystifier le troisième œil, ou bien c'est la fin purement humoristique qui vient déconstruire ce que l'on a vu et une blague qui pourra en faire rire un parmi tous, à savoir Akira Toriyama. Sur ce plan-là, ça ne m'étonnerait pas. Autant ce qui s'est passé les derniers épisodes autour du SSJ4, j'ai l'impression que ça a été impulsé par Yoku et ses études plutôt que Toriyama, autant la blague sur l'œil, ça m'étonnerait pas qu'un Toriyama vieillissant nous l'ait sorti. Il n'en reste pas moins qu'à mon sens, c'est subjectif, évidemment. N'hésitez pas à me partager vos avis s'ils viennent corroborer celui-ci ou bien le contredire, que cet épisode m'apparaît comme totalement bancal, un vrai fouillis, une sensation de grand bazar, de travail bâclé. Il va avoir le don de quelque chose, c'est faire parler de lui, entre ceux qui l'ont apprécié ou non, évidemment, mais surtout de par la confrontation au sens noble du terme, des interprétations et compréhensions qu'en fait chacun. Je suis persuadé qu'il y aura autant de fins à Daima que de spectateurs à celle-ci. En l'état, sur la base de ces 20 épisodes, il ne peut pas y avoir consensus sur la compréhension à Daima. J'ai déjà vu les épisodes plusieurs fois, je vais me refaire toute la série du début évidemment pour tenter d'y voir plus clair, mais les pistes sont tellement brouillées, les choix ne sont tellement pas pris et pas assumés, où voulez-vous que l'on aille? Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais mettre à l'épreuve avec un stream prochainement. Dans les prochains jours, comme on l'a fait pour l'épisode 19, ça va arriver sur la chaîne, bien que je ne considérerai pas cela comme représentatif, on va éviter d'avoir les chevilles qui enflent, mais tout de même avoir un premier aperçu de ce que ça peut donner de votre côté et voir de quel bois vous vous chauffez quant à la compréhension de cet épisode-là. Gardons en tête également que lorsque l'on parle d'incohérence, tout dépend du point de vue, parce que si Daima, c'était la théorie de Sofiane, je le salue s'il passe par là, Sofiane le geek, si Daima avait pour vocation d'écraser Super, bon les incohérences que l'on peut pointer du doigt n'existent plus. Il y a une continuité ferme et formelle, DB puis Daima. Les différences de perspective peuvent ainsi cohabiter s'il y a des timelines distinctes. Évidemment, ça peut fonctionner si Daima est hors chronologie. Ça n'est pas de mon goût, mais ça peut fonctionner aussi. Vous voyez, il y a plein de perspectives par rapport à ça. Et la vérité, ce n'est pas à nous de l'établir. Sauf si Akio joue un vice ici et attend de voir quelle va être notre réponse pour formuler la sienne en retour, qui s'appuiera sur nos doléances. Mais ce n'est pas comme ça que Toriyama faisait fonctionner ses récits, et ce serait un bel aveu de faiblesse de la part de Yoku s'il faisait cela. Akira Toriyama avait la force d'assumer ses choix dans un récit globalement simple, mais avec ses forces, et un récit qui pouvait nous prendre à revers lorsqu'il le souhaitait, sans aucune concession.
sans avoir à attendre si l'on aimait ou pas. Il savait parfois tendre la bonne oreille du côté des bonnes personnes, notamment ses 3 éditeurs historiques, mais ça n'allait grosso modo pas plus loin que ça. Et ça a fait la force de son récit. J'ai l'impression que cette formule se perd et qu'elle l'est d'autant plus avec son défunt auteur désormais. L'épisode 20 s'instaure à mon sens tel un échec pour tout Dragon Ball. À la suite de cela, peut-on s'attendre à un désastre en devenir, à une impasse totale, à un naufrage et un marasme complet, ou bien à une forme d'élan de prospérité, de sursaut, de réveil, tel l'épisode 18 de Daima, une prise de conscience à la fois des ayants droit, peut-être un retour en force de Toyotaru qui au final ne faisait pas un si mauvais travail que ça, à une révision de ses méthodes de travail de la part de Akio Yoku, lui-même pouvant concevoir qu'il a ses propres limites et qu'il devrait s'entourer, se faire accompagner. Ces interviews sont toujours intéressantes, mais on sent aussi, lorsqu'il dit par exemple « Oui, mais vous savez, faire un animé c'est long, un jeu vidéo encore plus », qu'il découvre des choses sur le tas, que sa vision de producteur exécutif est limitée, que son prisme ne lui permet pas de proposer à nouveau des itérations de Dragon Ball de légende. Alors certes, il est nourri et épris depuis bien longtemps, lorsqu'il était encore chez la Shueisha, d'abreuver les fans de Dragon Ball. C'est louable, mais cela ne tiendra pas bien longtemps si l'on réitère des projets finissant en queue de poisson à la Daima, des films qui ont du cœur, tels que Super Héros, mais dont l'intrigue ne vole pas bien haut avec un remake de personnages iconiques et historiques qui n'arrivent pas à la cheville de l'originel, des transformations qui sortent du chapeau dans les 2 projets que je viens de citer, et en plus d'un auteur qui n'est même pas là pour sauver la mise. Dans Super Héros, les passages avec Pan et Piccolo sont superbes. La mise en avant de Piccolo l'est également. Celle de Gohan, sous certains aspects, l'est aussi. Les Gamma, en peu de temps d'apparition, ont su marquer leur époque. La mise en retrait de Goku et Vegeta était sympathique. Dans Daima, l'exploration, l'aventure, le récit beaucoup plus intimiste que je ne mets absolument pas sous le tapis, le développement du lore sont de réels bonbons. Daima a permis à de nombreux esprits dont le mien de s'évader pendant plusieurs semaines, de retrouver une forme d'essence Dragon Ballesque, jusqu'à ce que celle-ci soit totalement bafouée d'un revers de la main au profit d'un susnommé climax qui n'a fait que parodier les précédents, dont ceux de Dragon Ball Super, de dénigrer la substance de Dragon Ball, pourtant bien présente sur une belle partie de Daima, et de dénouer tous les fondements chronologiques auxquels un scénariste peut être attaché. Le tout saupoudré d'une forme de timidité aux allures de lâcheté quant à l'absence de propositions réelles lorsqu'il s'agit de conclure cette série-là. Entretenir la flamme de l'espoir, c'est quelque chose que nous, les fans, ferons probablement, mais il faut tout de même garder en tête que cela revient à s'accrocher à un maigrelet fil. Celui-ci peut rompre. Cet espoir, c'est comme une bougie dans l'obscurité. C'est une petite lumière qui nous guide même dans les moments sombres. Mais ça s'apparente aussi à un fil d'Ariane, un guide dans un labyrinthe permettant de ne pas se perdre, reflétant une vision du possible, à l'instar d'un miroir brisé, et c'est donc une boussole sur un pont fragile. Akio Yoku et les divers ayants droit vont-ils arriver à la saisir à temps? Ce n'est pas encore perdu, mais le choc et le sursaut doivent avoir lieu. C'est tout un lot de félicitations que j'attribue aux équipes techniques artistiques sur cette série, de l'animation mais aussi sur tous les autres aspects. Et c'est à la fois épris d'effroi que me laissent les choix abordés par les ayants droit divers, Akio Yoku et ses associés, par les divers scénaristes, Akira Toriyama, ainsi que ceux de la Toei Animation qui ont brodé autour de son scénario, car il semble que des scènes de Daima ont potentiellement été supprimées de la série. On verra si elles pourront être réintégrées au cœur du Blu-ray en version bonus. Alors non, Akira Toriyama n'avait pas menti sur les tenants et aboutissants de sa série Daima, présentée comme une aventure avec de l'action intense dans un monde inconnu et mystérieux, où les choses se dévoileraient de plus en plus auprès des mystères du monde de Dragon Ball, avec des combats relativement différents, à la fois mignons et puissants. À la limite, Daima aurait dû en rester là. Je vois beaucoup de monde d'ailleurs dire que Daima aurait dû être un film. Je ne suis pas d'accord, ça aurait peut-être fonctionné, je ne sais pas, mais je pense que Daima aurait dû être une sorte de one-shot. 1 ou 2 tomes maximum directement d'Akira Toriyama, dessinés, scénarisés totalement sans aucun doute de sa part. Une petite aventure, un petit peu comme pour Sandland en tomes, peut-être sur un duo de tomes cette fois-ci, de la même teneur d'ailleurs que Sandland. Ça aurait été plus qu'agréable de retrouver le maître à la plume ici, de le retrouver sur du manga, l'essence de son art à la base, plutôt que sur un animé qui sert évidemment à remplir les poches d'Akio Yoku, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça aurait été une véritable pépite au cœur d'une collection et probablement que cela aurait été mieux ficelé. Je ne peux qu'en présumer, cette réalité-là n'ayant jamais pris forme et ne pourra jamais le faire. Ça aurait touché sûrement beaucoup moins de monde
qu'un film, que l'anime d'Aima, mais je pense que le projet aurait été terriblement plus qualitatif. C'est sur ces mots que je vous laisse, mais aussi avec la perspective de vous retrouver sur plusieurs streams concernant Daima, sur diverses vidéos. Va falloir vraiment être à l'affût de ce qui se profile concernant Dragon Ball, des annonces ou absences de ces dernières, Goku Day ou autres. Vous me connaissez, on reste bien à l'affût sur cette chaîne. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en mot de passe Iyoku le bandit. Alors ça rime pas, mais c'est de circonstance et on va pas se prendre la tête à faire des poèmes, alors que Iyoku n'en a pas fait pour chapeauter la clôture de ce scénario. En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo, ça me va vraiment droit au cœur. Abonnez-vous, activez la cloche, le pouce en l'air si vous vous retrouvez dans sa philosophie. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.